Bonsoir à tous. À la une de ce journal, résurgence de l'insécurité dans la région du littoral. La localité de Souza est le théâtre de violentes agressions, cambriolages à ciel ouvert et abus sexuels sur de nombreuses femmes, dont des familles. Pendant ce temps, des faussaires écument des marchés à Douala afin d'arnaquer des opérateurs économiques grâce à l'utilisation de vrais faux documents officiels. Certaines municipalités sont-elles de connivence avec ces faux agents communaux? Où est-ce qu'ils trouvent ces documents officiels? Comment pouvoir les identifier? C'est une enquête à suivre au cœur de ce journal. La Côte d'Ivoire est en deuil. Le secrétaire général de la présidence de la République vient de le confirmer en Côte d'Ivoire. Le chef du gouvernement, candidat du RHDP à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, Amadou Gon Coulibaly, est mort après avoir été victime de malaise en plein conseil des ministres ce jour à Abidjan. Que s'est-il passé durant cette journée alors que lui, qui pensait être de retour sur la scène politique en Côte d'Ivoire après plusieurs mois d'hospitalisation en France? Vous l'écouterez dans le journal de 20h et ce seront ces dernières paroles qu'il avait prononcées il y a près de 48 heures. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. D'abord, cette nouvelle qui ébranle la Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Vous le voyez en image, les dernières images du chef du gouvernement ivoirien, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, lors de son retour dans son service du Premier ministre ivoirien, accueilli par ses collaborateurs après plusieurs mois d'hospitalisation. Il signait ainsi son retour en Côte d'Ivoire et vous allez l'écouter dans une bonne ambiance. Il donnait le sentiment à ses collaborateurs qu'il était en parfaite santé pour reprendre le travail, lui qui était le candidat du RHDP pour la prochaine élection présidentielle. Je vous propose d'écouter les derniers mots d'Amadou Gon Coulibaly. Donc, le mien, de me retrouver à nouveau parmi vous après 2 mois d'absence. Je sais que vous avez beaucoup prié et Dieu nous a fait grâce. Nous devons dire gloire à Dieu. Je voudrais dire que, comme je l'ai déjà indiqué à l'aéroport, le soutien du président de la République ne m'a jamais fait défaut. Bien au contraire, a été une forte source d'inspiration, de courage, donc pour moi. Mais comme je l'ai dit, il m'a tenu aussi informé de l'évolution de la situation au niveau du pays. Et je voudrais féliciter particulièrement le directeur de cabinet et tout le cabinet, puisque j'étais en contact avec lui. Et je sais qu'en bonne coordination avec le ministre d'État, Ahmed Bakayoko, la primature a fait son boulot et a tenu. Je voudrais vraiment tous vous féliciter. Maintenant, je suis de retour. On reprend le boulot. Une fierté qui sera de courte durée, vous venez de le suivre, c'était le dernier discours officiel d'Amadou Gon Coulibaly, c'était le 6 juillet 2020 et aujourd'hui il a participé à un conseil de ministres et en plein conseil il a eu un malaise, il a été transféré dans un hôpital toujours à Abidjan et le secrétaire général de la présidence de la République a confirmé en début de soirée sur la chaîne de télévision ivoirienne RTI que Amadou Gon Coulibaly est décédé. Il avait passé près de 2 mois d'hospitalisation en France, lui qui avait été opéré du cœur depuis 2012 et avait subi de nouvelles opérations durant son séjour médical en France. Plusieurs rumeurs de son décès avaient été écartées. De retour, celui qui était jusqu'ici candidat du RHDP avait repris le travail. 2 jours plus tard, il est décédé. Terrible nouvelle, a indiqué le secrétaire général de la présidence de la République en Côte d'Ivoire.
Dans l'actualité du Cameroun, c'est également des cris de détresse, cette fois-ci, qui viennent du monde rural. Dans la série de reportages consacrés à cette actualité, des producteurs de tomates, des revendeurs ne cessent d'appeler les pouvoirs publics à l'aide. Et pour cause, les prix de la tomate ont chuté sur les marchés. L'on note par exemple que ces prix de la tomate, les cajots de tomates se vendent à vil prix, au grand désarroi des producteurs et des revendeurs incapables de pouvoir conserver ces tomates. Dans un Cameroun où la transformation est quasi inexistante, ces commerçants et revendeurs sont aux abois malgré le silence des pouvoirs publics. Ils ne savent plus à quel sein se vouer. C'est un grand reportage que signent Jacquino Molon et Julienne Berthe-Bissaille. Une production abondante de tomates. C'est la période de belles récoltes en ce moment de l'année. Une plantation de jolis fruits au village Lélem, petite localité dans l'arrondissement de Melon. Ici, les propriétaires de cette exploitation vivrière peinent à supporter le contre-coup de la pandémie de coronavirus qui paralyse presque tous les secteurs d'activité. La chute du prix du cajot sur le marché fait mal, et même très mal, pour les investissements consentis en temps, énergie et argent. Pour cette année, je peux dire que l'homme a complètement perdu à cause du prix sur le marché. Quand tu cultives comme ça, tu souffres, tu réussis sur le champ. Tu comptes déjà sur le marché que tu vas gagner. Mais arrivé au marché maintenant, tu vois, il y a baisse jusqu'à tu ne connais même plus comment tu peux faire. À l'ELM, les cultivateurs de tomates ne sont pas au bout de leur peine. L'évacuation de la marchandise vers le centre urbain représente une charge supplémentaire de 500 francs à débourser. Le transport pour transporter du champ sur le marché, c'est 200 francs le panier. Et les routes ne sont même pas bien. Finalement, tu ne sais même pas, ou même pas comment rentrer à la maison parce que tu rentres les mains vides. Un cajot pour sortir ici, c'est 250 pour atteindre le marché. Et le cajot simple même, c'est 250. Ça fait déjà 500. Une fois sur le marché, c'est la surabondance de tomates venues de tous les coins et recoins de Melon. La loi de l'offre et la demande fait le bonheur des détaillants et ménagères. Allez, c'est notre tour. Chacun profite pour le moment. Malgré que ça ne va même pas durer, mais on exploite. On profite. Le jour que c'est 4 000, on connaît que c'est 4 000. Le jour que c'est 2500, il faut que tout le monde vende aussi à 2500. C'est l'avantage pour les ménagères. Nous, on peut avoir des tas de tomates à 100 francs, 200, 3 tas à 250. Ça fait la fierté de la ménagère. Le cajot de tomates, qui autrefois coûtait 6 000 francs, varie aujourd'hui de 1 000 francs à 800, voire 700 francs depuis le déclenchement de la pandémie de coronavirus, ayant conduit à la fermeture des frontières des pays de la sous-région. Les tomates déjà transportées au niveau de Douala, traversées en Guinée, au Gabon, tout ça. Et puis toutes ces frontières sont fermées. Ça se retrouve, ça cale sur le marché de Douala et puis ça inonde, ça pourrit, on n'achète plus. Quand on évalue le coût de dépenses, on ne s'en sort pas. Parce que les produits phyto qu'on utilise pour protéger ces plantes sont excessivement chers, les prix grimpent du jour au jour. Dans l'incertitude de savoir à quand la fin de la pandémie de coronavirus, de nombreux jeunes entrepreneurs agricoles ont perdu espoir. L'État invite les jeunes à s'investir dans l'agriculture, mais face aux situations pareilles, comment est-ce qu'un jeune, qu'est-ce qui va encourager le jeune à s'y mettre? Il n'y a rien qui peut l'encourager. Tomate aujourd'hui, c'est descendu à 700 francs. Le cajot, c'est marrant pour nous. À Melon, comme dans d'autres localités du Mungo et le pays tout entier, à l'instar du Noun, grand bassin de production de tomates, les cultivateurs redoutent une reprise très lente de l'activité pour la prochaine saison. Dans d'autres espaces marchands, des commerçants sont amenés à débourser d'importantes sommes d'argent pour obtenir des facilités administratives et calmer les ardeurs de certains individus se présentant comme des agents communaux en mission commandée. Cependant, il s'avère que certains d'entre eux sont des faussaires qui utilisent de vrais faux documents officiels pour arnaquer des commerçants et d'autres opérateurs économiques. Qui sont-ils? Quel est le mode opératoire? Ont-ils des complicités dans certaines municipalités? Et comment reconnaître ces fameux documents officiels venant des mairies et d'autres communes d'arrondissement? Élément de réponse avec Innocent Abega et Isabelle Carole Zepet. Ils étaient passés maîtres dans l'art des arnaques des contribuables dans les marchés et quartiers de la ville de Douala, collectant taxes et impôts sur la base de fausses quittances de plusieurs communes.
Ces faux agents communaux ont ainsi été pris en flagrant délit sur le terrain par les éléments de la brigade de lutte contre la grande criminalité de la 2e région de gendarmerie. La gendarmerie nationale travaille en étroite collaboration avec les populations, lesquelles concourent, n'est-ce pas, à la sécurisation des villes et autres. C'est ainsi qu'elle a reçu un renseignement portant sur la distraction des biens de l'État, notamment la vente des documents contrefaits, des contrefaçons de cachets de l'État. L'exploitation de ces renseignements nous a permis de mettre la main sur un trio. En possession de faux chasubles, documents administratifs et cachets de plusieurs municipalités, ils avancent comme mobile de leur acte le chômage. J'étais dans le chômage, je fais le petit commerce. Après cela, maintenant, le confinement est arrivé. Je ne pouvais plus joindre les 2 bouts avec les enfants à la maison. C'est là où je l'ai contacté et puis il m'a fait demander de venir une demi-carte photo et puis je lui ai remis la demi-carte, il a fourni le badge et puis on cheminait ensemble. Comme toute Camerounaise, à la recherche d'un emploi, le monsieur Tchapchet, il a interpellé mon mari et je vois ta femme très vaillante. Et j'aimerais qu'elle vienne déposer les dossiers et puis je vais lui prendre à la mairie. Ainsi fut dit, ainsi fut fait. Ainsi passé aux aveux complets et confirmant les arnaques dont sont régulièrement victimes commerçants, boutiquiers et autres contribuables. En toute honnêteté, c'est des criminels économiques. Ils ont les faux certificats médicaux. Ils délivrent les reçus de la communauté urbaine alors que tout a déjà changé. Ils utilisent les sceaux de l'État. Le commandant de la 2e région de gendarmerie appelle les populations à plus de collaboration afin d'éradiquer ce phénomène de faux agents communaux et autres faussaires dans leur environnement. La progression de la pandémie du Covid-19 ne cesse de susciter des inquiétudes dans la région du Nord-Ouest. Déjà 559 cas positifs enregistrés à la date du 7 juillet 2020. 328 cas sont actifs, note le ministère de la Santé publique, qui note également une progression du nombre de décès des suites de Covid-19 dans la région du Nord-Ouest. Pendant ce temps, l'OMS tire la sonnette d'alarme. La crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19 engendre déjà des ruptures de stock des antirétroviraux dans plusieurs pays, notamment des pays d'Afrique subsaharienne. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la chaîne d'approvisionnement est perturbée et l'interruption des activités dans le secteur industriel pharmaceutique en serait la cause. Il y a également la fermeture des frontières. L'OMS redoute la hausse du nombre de décès liés à cette pandémie du Covid-19, des décès également enregistrés des suites de la difficulté pour les personnes atteintes du VIH/SIDA de pouvoir prendre leurs antirétroviraux à temps. Et sur le continent africain, comment progresse la pandémie du Covid-19? On voit tout cela dans ce reportage que signe Nadine Yambou. Grave crise sanitaire mondiale du coronavirus perturbe la chaîne d'approvisionnement des antirétroviraux pour les malades atteints de VIH/SIDA. Selon une nouvelle étude publiée ce mois de juillet 2020 par l'Organisation mondiale de la santé, 24 pays à travers le monde ont déjà signalé une rupture de stock de ces médicaments. La menace pourrait toucher 73 pays, avertit l'OMS. L'Afrique subsaharienne pourrait doublement être affectée par la situation. Comme principale raison de cette perturbation, la fermeture des frontières, la réduction du trafic entre les pays et le difficile accès aux soins de santé. Si la prévalence à l'échelle mondiale a régressé de 39% entre 2000 et 2019, l'Afrique subsaharienne en 2018 comptait 25,7 millions de malades de VIH/SIDA, dont 16,6 millions sous traitement antirétroviraux. Ces pays risquent aujourd'hui de voir le traitement être interrompu. Si rien n'est fait, dans les 6 mois, cette rupture de façon globale va entraîner la mort de 500 000 personnes entre 2020 et 2021. Le directeur général de l'OMS appelle les pays et les partenaires à ne pas laisser la pandémie du coronavirus freiner les efforts de lutte contre le VIH/SIDA.
Et sur le front de guerre contre la pandémie du coronavirus au Kenya, la flambée des cas de contamination contraint le gouvernement à anticiper sur la fin de l'année scolaire. Selon le ministre de l'Éducation, les écoles primaires et secondaires ne rouvriront leurs portes qu'en janvier 2021. Fermés depuis le 15 mars, les établissements scolaires étaient censés ouvrir leurs portes en septembre prochain pour permettre aux élèves de passer leurs examens. Dans les universités, les cours se feront au cas par cas, a-t-il indiqué. Le président Uhuru Kenyatta a cependant annoncé une réouverture graduelle du pays avec la reprise des vols internationaux dès le 1er août 2020 et la levée de l'interdiction d'entrée et de sortir des deux grandes villes du pays, à savoir Nairobi et Mombasa, principaux foyers de l'épidémie. Le couvre-feu est reconduit pour 30 jours. En Algérie, un mois après les premières mesures de déconfinement, le gouvernement reconfine 18 communes dans le sud-est du pays pour une durée de 15 jours. Cette décision a été prise en raison de la multiplication des foyers d'infection au coronavirus. Avec près de 17 000 cas, l'Algérie est confrontée à une recrudescence des contaminations dues en grande partie au relâchement de la population et le non-respect des règles de prévention et de protection. De façon globale, l'Afrique a franchi la barre de 500 000 cas de coronavirus avec plus de 11 000 décès. Si la progression paraît lente selon les experts, le virus est loin d'être maîtrisé. L'OMS appelle les États à une plus grande vigilance. Les pensions de vieillesse, d'invalidité et de décès en vigueur au 31 mars 2016 doivent être revalorisées dès le 1er août 2020 d'un coefficient de 20%. C'est une décision du président de la République concernant les pensions de vieillesse, d'invalidité et de décès revalorisées d'un coefficient de 20% à compter du 1er août 2020, décision du chef de l'État. Dans l'actualité, je vous le disais en titre, des habitants résidant à Souza vivent désormais la peur au ventre et pour cause, elles sont confrontées à une multiplication d'agressions, de braquages, de cambriolages à ciel ouvert. Aux dernières nouvelles, ce sont des séries de viols des femmes et enfants orchestrés par des bandits sans foi ni loi. Ces populations expriment le cri de détresse dans ce reportage qui signe Robert Mokoubé, Cédric Chouna et Xavier Foka. Ce désordre indescriptible dans cette chambre à coucher et ce salon démontre à suffisance l'ampleur du saccage effectué dans ce domicile par 3 malfrats qui ont fait irruption à une heure très avancée de la nuit. Ces hématomes et blessures, visibles sur plusieurs parties du corps d'une de leurs 2 victimes, sont les signes d'une rare violence infligée par leur bourreau. Ils ont seulement cassé la porte et me trouvé. Quand je me mets à bagarrer avec eux sans savoir qu'ils ont déjà utilisé derrière mes voisins, puisque nous sommes 3 dans la concession. Quand je bagarre avec eux, c'est où ils tirent mes cheveux. Maintenant, ils viennent dire que voilà celui-là que tu ne fais que crier son nom-là. Là, voilà, alors il ne peut pas venir te sauver. C'est où ils me déshabillent tout, ils enlèvent mon caleçon, ils prennent la machette, ils coupent mon caleçon avec. Ils me tirent avec les cheveux que je viens de donner l'argent, je viens de donner le téléphone. Ils ont mis les blessures sur moi, envoyé la main dans mon vagin comme ça, dans mes fesses, jusqu'ici comme ça là pour chercher l'argent. La deuxième victime a subi bien pire. Ils sont venus nous trouver dans la chambre. Ils ont pris mon mari, ils ont tapé. Et moi-même aussi, ils m'ont violé. Et ils m'ont giflé à la face pour que je ne vois pas leur face. Après avoir accompli leur sale besogne, ils prennent le soin de dépouiller les 2 dames et le mari de l'une d'elles de tous leurs biens. Ils ont essayé d'enlever mon argent dans mobile money, ils n'ont pas pu, ça s'est bloqué, ils sont partis avec mon téléphone. Porter tout ma marchandise, je me jure tout. En prenant tout l'argent de mes voisins, ils ont ramassé toute leur télévision, tous mes décodeurs. Ils sont partis avec. Avant de partir, ils m'ont mis c'est comme ça, ils m'ont mis tous ces blessures qui sont sur moi là. Moi, je les ai donné mes dollars que j'avais sur moi, parce que je suis le chauffeur d'un capitaine qui travaille à l'aéroport. Bon, je les ai donné de l'argent, je les ai donné tout, ils ont porté toujours mes biens, et ils ont fini par violer ma femme. Ils nous ont attachés, nous tous, avant de partir. Cette autre agression est une triste réalité d'une insécurité grandissante vécue par les habitants de Souza depuis bien longtemps. Comme ça là, c'est la 4e fois qu'ils sont entrés. En l'espace d'1 an et poussière que je suis ici là, je vais dire 14 mois pour être plus précis, nous avons déjà été victimes de cambriolage et de vol à plusieurs reprises, je dirais 6 fois. Excédés et surtout se sentant impuissants, ces habitants appellent les autorités à voler à leur secours. En attendant, ils ont déposé une plainte collective auprès de la brigade de Nkapa.
Le torchon brûle dans l'association des maires et communes de la ville dans la région de l'extrême nord du Cameroun et pour cause. Lors de la dernière élection, des maires venant d'autres partis politiques se plaignent de ne pas avoir été intégrés dans le bureau régional de l'association des maires et villes unies du Cameroun. Ils ont contesté cette élection il y a quelques jours à Maroua. Des précisions avec Amadou Daïrou et notre reporter. L'élection du bureau régional des membres de l'association des communes et villes unies du Cameroun pour l'extrême nord s'est déroulée sous de fortes contestations. L'opposition se sentant lésée dans l'attribution des postes de responsabilité s'indigne. Il faut que nous fassions tout le bureau de consensus, que ce consensus pour tout le monde, où nous passons aux élections bureau, poste par poste, clair et net. Dans le cas contraire, comme je vous ai dit, je claque à la porte, je sors et vous faites ce que vous devez faire. Ce climat d'électeurs vient du fait du non-respect de l'équilibre dans l'attribution des postes lors du scrutin. Il s'est posé un problème de prise en compte de différents partis politiques qui sont représentés, n'est-ce pas, dans le département. Alors, après plusieurs discussions, parce qu'il y a le FSNC qui a une commune, il y a l'UNDP qui a une commune, et les autres communes sont dirigées par le RDPC. Alors, le maire de Maroua 2e, qui est du FSNC, a dénoncé le fait de ne pas être considéré dans l'un des bureaux, soit départemental ou régional. Je pense que nous tous ici, on est unanimes, qu'on voudrait au moins que dans les deux postes du bureau régional du Diamaré, qu'un membre de l'opposition y soit. Le RDPC, majorité parmi les élus, s'est arrogé la part belle dans le bureau régional de l'Association des communes et villes unies du Cameroun. Malgré moult négociations et compromis, les élus sont parvenus à mettre le bureau régional en place. Nous devons rassembler, nous devons nous unir, nous devrons ensemble faire avancer notre région pour que la voix de la région de l'extrême nord puisse être entendue sur l'ensemble du territoire. Il faudrait qu'il y ait l'union, l'entente, la collaboration. Le nouveau président régional de l'Association des communes et villes unies du Cameroun pour l'extrême nord, s'exprimant ainsi, a invité les uns et les autres à taire les querelles nées des irrégularités du scrutin et penser à l'avenir de l'association. Des magistrats et auditeurs de justice seront fixés sur le sort de la trajectoire professionnelle. Dans un mois, le Conseil supérieur de la magistrature est convoqué le jeudi 6 août 2020 à partir de 10h. La réunion se tiendra à la salle des conseils de la présidence de la République. C'est au palais de l'Unité à Yaoundé. Cette réunion du Conseil supérieur de la magistrature a été convoquée par le chef de l'État, le président de la République, Paul Biya. De nouveaux avocats intègrent le barreau du Cameroun. Il s'agit pour l'essentiel des stagiaires qui avaient observé un mouvement d'humeur après avoir été recalés à un récent concours d'entrée au barreau. Ce mercredi, ils prêtent serment et s'engagent à marcher sur les pas de l'ancien bâtonnier maître Bernard Mouna, parrain de cette promotion. Rodin Gassi et Ike Cyril. Après plusieurs années d'attente, marquées parfois par des mouvements d'humeur, des avocats stagiaires intègrent finalement le barreau du Cameroun. Je jure comme avocat d'exercer mes fonctions de défense et de conseil en toute indépendance avec dignité. C'est un jour mémorable, il est unique, donc je suis pleine de joie pour avoir enfin, je peux le dire, une opportunité de me voir porter comme avocate au barreau du Cameroun. C'est un sentiment de grande satisfaction. Voyez-vous, après 5 années, j'allais dire de pénitence, c'est comme une délivrance. Ils sont 872 impétrants sur l'ensemble du territoire, dont 309 pour la région du centre. Ils jurent de respecter le serment, mais aussi de marcher sur les pas du parrain de la promotion, maître Bernard Mouna, ancien bâtonnier dont il salue la mémoire. Ce fut un grand homme. Il est difficile de prétendre être comme lui, mais nous allons nous atteler à faire du bon travail afin que la profession d'avocat soit davantage respectée. Il reste même d'ailleurs un très grand avocat, un très grand bâtonnier et tout ce que je souhaiterais faire comme carrière, c'est faire, je dirais, à peu près la carrière que notre bâtonnier émérite
a eu à faire au sein du barreau du Cameroun. Donc c'est avec grande joie de faire partie de la promotion Bernard Mouna. Désormais inscrits au barreau du Cameroun, les nouveaux avocats devront faire preuve de probité morale et d'abnégation au travail, des notions reçues de leurs encadreurs pendant la formation. J'ai été parfois très dur avec eux, parfois très rigoureux, mais c'était simplement le chemin qu'ils devaient prendre. Vous l'avez dit, ressembler à Maître Bernard Mouna exige précisément qu'on ait une formation de qualité. Et je peux vous dire que Ruben, qui est là aujourd'hui, qui est mon confrère désormais, aura été à la hauteur des missions que je lui confiais. Et je n'ai pas de doute qu'il sera un brillant avocat. L'audience solennelle de prestation de serment se déroule à la cour d'appel du centre à Yaoundé. Les nouveaux avocats embrassent un nouveau challenge au sein du barreau du Cameroun. La municipalité de Njombe-Pendja est à couteau tiré avec les entreprises exploitant des carrières dans cette localité située dans le département du Mungo. Le maire qui s'insurge contre les manques de bénéfices pour sa municipalité. Pourtant, ces différentes entreprises estiment qu'elles reversent déjà des taxes à l'État du Cameroun. Après la pose des scellés sur ces différentes carrières, les 10 scellés ont été brisés sur instruction du gouverneur du littoral qui dénonce une violation des règles applicables en la matière. Évocation avec Jacquino Molan et Donald Brice Kamgan. À l'entrée de la carrière de Njombe dans le Mungo, la tension monte entre les partisans du maire, les autorités administratives et les exploitants. À la demande de sa hiérarchie, le sous-préfet est là pour retirer les scellés sur la carrière, des scellés posés par un huissier de justice requis par la municipalité qui estime ne pas bénéficier de l'exploitation de la carrière tel qu'attendu de la loi sur les collectivités territoriales décentralisées. Que le transfert des compétences soit effectif selon ce que la loi dit. Elle est claire, limpide comme l'eau de bouche. Le sous-préfet engage les conciliabules sous fond de tension avec les adjoints au maire opposés à la levée des scellés. Pour l'instant, ce que je propose, c'est que les camions qui ont chargé, qu'ils le déchargent, on lève la barrière, ils rentrent. Nous, on se retrouve en attendant l'arrivée du maire et d'autres compétences qui peuvent nous aider. Des mois après lesquels les forces de maintien de l'ordre, spécialement équipées pour la circonstance, détruisent les scellés. Il en est des carrières, comme des plantations du Haut-Pendja, que le nouveau maire veut voir plus impliquées dans le développement de la localité. Avec la multinationale, l'exécutif a paraphé une convention dans ce sens. Nous avons décidé de confier l'arbitrage des projets, le choix des projets aux conseillers municipaux et aux maires. Nous situons maintenant simplement comme, je dirais, des facilitateurs. Maintenant, je pense que la PHP et nous avons décidé de regarder dans la même direction, surtout dans le cadre du développement des populations de ma localité. Malgré ses ressources naturelles et la fertilité de ses sols, la localité de Njombe-Pendja vit au rythme des difficultés socio-économiques, l'inaccès à l'eau potable, à l'électricité et l'enclavement. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Antou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. De faux agents communaux mis aux arrêts à Douala. Ils étaient passés comme des spécialistes en matière d'arnaque des commerçants dans les espaces marchands, se faisant passer pour des agents communaux en mission commandée. Ils extorquaient d'importantes sommes d'argent aux commerçants en leur promettant des facilités administratives et également éviter des redressements lors des présumés contrôles fiscaux sur le plan communal. Vous avez vu parmi ces personnes arrêtées, elles ont indiqué que c'est le chômage qui les a amenés à pratiquer ces actes illégaux et durant la période du Covid-19, ils ont eu du mal à joindre les deux bouts. Ce sont du moins les justificatifs de ces faussaires qui ont été mis aux arrêts par la 2e région de gendarmerie. Voilà, cambriolage et violence
sexuelles sont là le lot des populations, certaines populations de Souza. Nous sommes dans le Mungo. Dans le département du Mungo, Souza peine à dormir, les yeux fermés. Et pour cause, il y a cette série d'agressions, de cambriolages à ciel ouvert. Vous avez suivi l'un des habitants qui dit être installé depuis une quinzaine de mois et il a déjà subi près de 6 fois des agressions dans son domicile. Ces populations se plaignent de cette insécurité grandissante qui affecte à la fois les activités commerciales, mais également la vie de leurs femmes, victimes d'une série de viols. Ils interpellent les pouvoirs publics et les autorités en charge de la sécurité dans le département du Mungo et la région du littoral. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel de Equinox Soir. Deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain. 20h.